Mais ça fait quand même, quand un témoignage comme ça de quelqu'un qui était sur le terrain et qui connaît la magistrature, ça fait quand même un petit peu peur. On va revenir sur votre livre dans un instant, parce que ça rejoint un petit peu, on va avoir besoin que vous nous éclairiez sur l'affaire qu'a vécu, le drame qu'a vécu Magali Berda, c'était il y a un peu plus de 10 jours. Dans la nuit du 9 au 10 octobre dernier, Karine, votre belle-sœur, et son compagnon ont été sauvagement assassinés dans leur appartement près de Marseille. Leurs 2 corps ont été retrouvés par une des filles de la victime. Ils gisaient nus dans une mare de sang, une scène d'horreur vécue par votre belle famille. Le meurtrier présumé, qui serait donc le voisin, a été incarcéré. Selon les premiers témoignages, l'homme serait un déséquilibré. Histoire de fou, parce que tout le monde en a parlé de cette affaire. Ils avaient 3 enfants, Julie, Kim et Mélissa. C'est ça, de 12 ans, 17 ans et 24 ans. Les 3 filles n'avaient pas de nouvelles de leur maman et de leur beau-père depuis la veille au soir. Elles étaient inquiètes parce qu'elles, normalement, ils répondent tout le temps, et que là, elles se sont dit qu'il y avait un drame. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Au départ, elles n'ont pas de nouvelles de leur maman. Et les filles ont cherché à joindre la famille, enfin à joindre leur mère et leur beau-père. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont cherché à joindre ma belle-sœur et pas de nouvelles. Donc elles sont allées sur place et Julie a trouvé sa mère et son amie par terre et avec un drap sur eux posé. Donc une scène assez compliquée et ses 2 petites sœurs attendaient sur le parking. Donc elles ont entendu crier. Donc les petites sont montées également. Et Julie a crié et le voisin est sorti. Julie, elle a 24 ans. Ouais, Julie, elle a 24 ans. C'est la plus grande. Et je les embrasse parce qu'elle nous regarde là. Et le voisin est sorti. Il est sorti en plus. Donc il l'a prise dans ses bras. Votre mari, il avait pas de nouvelles de sa sœur non plus? Il a essayé de l'appeler? Non, parce que c'était un dimanche en fait et que pour être honnête, on s'appelait pas. Bien sûr, non, mais c'est voilà, pas. donc, mais elles nous ont appelés de là-bas, les petites. Alors vers 18h30, la fille aînée, donc Julie, monte à l'appartement de Fred, où se trouve sa maman, parce que c'est de son beau-père. Et c'est là donc qu'elle découvre l'horreur. Ouais. Comment elle peut vous décrire ça? Elle découvre donc sa mère, son beau-père gisant dans une mare de sang avec un drap sur eux. Elle est traumatisée, elle est très perturbée. Les 2 petites aussi, elles sont dans un état... elles sont fortes, hein, mais qu'il faut suivre quoi, maintenant. Il faut les aider, il faut les accompagner. Elles sont restées avec la police jusqu'à 22h sur ce parking. Et après, elles ont été emmenées au commissariat, les 2 grandes. Et elles sont restées au commissariat jusqu'à 1h du matin, à parler de leur maman et à répondre aux questions. Donc c'est assez insoutenable pour elles, c'est une torture. Elle s'est mise à hurler lorsqu'elle a découvert la scène. Et là, le voisin, qui est aujourd'hui le meurtrier présumé, sort et la prend dans ses bras. C'est ça qui est fou. Donc c'est le voisin qui est le meurtrier présumé qui sort en entendant les cris. En fait, elle s'est jetée sur lui comme si elle a vu quelqu'un sortir, donc elle a cherché de l'aide, quoi. Donc, et elle s'est jetée sur lui et il l'a prise dans ses bras. Et après, il est rentré dans son appartement à lui en disant qu'il ne pouvait pas voir. Il faisait comme s'il avait peur, qu'il était... il dit, je ne peux pas regarder ça, je ne peux pas voir ça. Et il est rentré dans son appartement. Et du coup, c'est les autres voisins qui sont venus l'aider. Et la police est arrivée. Donc il n'a pas voulu voir la scène? Non. C'est une histoire complètement folle. C'est fou. Et c'est fou qu'elle se jette dans les bras de la pauvre, qui se jette dans les bras d'un meurtrier présumé de sa maman. Les autres filles, les autres petites filles, les deux plus jeunes qui ont 12 ans et 17 ans, elles ont vu cette scène également? Elles sont montées. Kim s'est jetée par terre. Donc, Kim qui a 17 ans. C'est ça. Et Mélissa, la petite, je pense qu'ils l'ont rattrapée. Et ils les ont laissés sur le parking après avec la police. Ils ont fait les prises d'empreintes, etc. Parce que forcément, il y avait des empreintes à faire tout de suite. Ils les ont interrogées. Elles sont restées très longtemps sur ce parking. Et après, emmenées au commissariat. Nous, on a repris l'avion tout de suite parce qu'elles nous ont appelés devant le corps de Karine. Et donc, on a repris un avion. On a eu la chance d'avoir un avion immédiatement et de pouvoir les rejoindre. Mais elles étaient bloquées au commissariat. Alors, Julie appelle la police, forcément, qui arrive à 18h45. C'est là qu'il y a le premier problème. Les forces de l'ordre obligent les filles à rester sur le parking de la résidence jusqu'à 22h, heure d'arrivée de la police judiciaire. Oui, il fallait attendre la police judiciaire. Ouais. Donc les filles, elles devaient rester sur le parking, sachant que leur maman était morte au-dessus, dans l'appartement. Elles doivent attendre jusqu'à 22h sur le parking de la résidence. Comment elles ont vécu ça?
C'était dur et je pense que ça amplifie le traumatisme. Elles avaient envie de nous rejoindre, elles avaient envie d'être avec nous. Pourquoi les avoir obligées à rester C'est normal dans la procédure, ça c'est quoi? La police a dit qu'il fallait répondre aux questions et qu'il fallait prendre les empreintes et attendre la police judiciaire. Et après, elles ont été emmenées au commissariat et Julie leur a demandé de rentrer. Elle leur a dit, s'il vous plaît, je veux rentrer avec ma famille parce que je veux rentrer, quoi. Ça y est, j'ai répondu à des questions, etc. Ils ont dit non, c'est pas possible, il faut que tu viennes, il faut venir, vous êtes obligés de venir. Donc elles sont restées là-bas jusqu'à 1h du matin. Et sans... Alors, on va me dire, il n'y a pas de psychologue en permanence, c'est vrai, mais peut-être qu'il en faudrait. Peut-être qu'il faudrait penser aux victimes parce que c'est des gamines, c'est des enfants, et qu'elles sont restées jusqu'à 1h du matin à répondre à des questions sur leur mère, à savoir qui était leur mère, en quelle année elle est née, en quelle année elle a divorcé, en quelle année ceci. Et... Alors, c'est pour les besoins de l'enquête, c'est vrai que c'est compliqué, mais est-ce qu'on ne peut pas attendre un peu le lendemain, peut-être, je ne sais pas. On n'est pas tenu, mais enfin, il y a un problème de preuve à préserver. Mais bon, s'agissant de l'audition de ces jeunes mineurs, on aurait pu attendre le lendemain. Ça, je veux bien vous l'accorder. Il n'y a rien de pressé. Hein. Moi, je ne veux pas incriminer la police parce que je pense que la police fait vraiment extrêmement bien son travail. Donc, le but, c'est vraiment pas... Je pense que le système ne va pas. Je pense qu'il y a un vrai problème dans le système et que ça vient de au-dessus. Les officiers de police, enfin la police judiciaire qui nous a reçus, moi j'ai été reçue le lendemain avec mon conjoint et avec son frère également, et ont vraiment été très gentils. Et c'est important pour moi de le dire quand même. Comment tu as été mise au courant du drame? Parce que Kim, elle nous a appelé, voilà, la moyenne, elle nous a appelé en nous disant vite... Mais comment elle était au téléphone? Parce que quand on... Elle hurlait. Ah oui, normal. Elle hurlait, elle m'appelait moi, et Stéphane était à côté de moi, donc c'était Votre mari, oui. C'était très compliqué, et elle hurlait, ma mère est morte, et voilà, et là, dans ce moment-là, on ne sait pas, et on ne sait pas ce qui se passe. Alors au début, il paraît que vous dites que c'est le compagnon de Karine. On pensait ça. Donc le nouveau, le beau-père des 3 enfants, qui a tué votre belle-sœur. Et tu appelles la police le lendemain, tu tentes d'avoir des informations et c'est là que tu apprends que ce n'est pas du tout Fred, donc le compagnon de Karine qui l'a tué, mais c'est en fait un double homicide puisque lui aussi il est mort. Tu ne savais pas au départ qu'il avait été tué lui aussi? On savait qu'il était décédé parce qu'elle les a vus tous les deux. Il avait tué. Mais on s'est dit il y a peut-être eu un drame entre les deux, il l'a peut-être tué, après il s'est suicidé. Et, ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble? Ça faisait quelques années, ouais. Et en fait, ils se disputaient souvent, donc on s'est dit peut-être qu'il y a eu... on ne sait pas en fait, puis on cherche des réponses. Je pense que le pire dans tout ça, c'est vraiment d'avoir des réponses. Donc ça nous conforte de trouver des réponses. Donc on se met des trucs dans la tête parce que ça nous aide en fait, ça aide la famille. Et puis c'était pas vrai et la police m'a dit non, c'est un double homicide. Mais on l'a su que le lendemain après-midi. Alors, parce que j'ai appelé, que j'ai posé... Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit... peut-être que c'est un règlement de compte, c'est ce qu'on avait entendu au tout début. Les gens se sont imaginés plein de choses. Tu te dis quoi, toi, au départ à ce moment Au départ, quand on lit ce qui se dit dans la presse, parce qu'on n'a aucune information de la police, mais vraiment aucune. C'est normal aussi pour l'enquête, c'est normal. On était en état de flagrance, ils nous ont expliqué cette notion-là. Donc tu découvres tout dans la presse. Tu suis les avancées de l'enquête dans la presse. Tout. Et là, on voit des trucs dans la presse en disant de la drogue, des faux papiers, des histoires pas possibles. On s'est dit, mais et on tombe des nues parce que ma belle-sœur, c'était une femme normale, simple. Elle faisait quoi dans la vie, ta belle-sœur? Elle travaillait, elle était commerciale, elle faisait plusieurs boulots. Elle subvenait aux besoins de ses enfants et de ses parents, puisqu'ils habitaient tous ensemble, avec ses parents aussi. Et on se met des doutes même, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive même, nous, à se dire, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas? On a loupé. Stéphane, après, a commencé à s'en vouloir. C'est-à-dire peut-être j'ai pas été là pour eux. Son frère, non? On n'a pas... voilà. Et on les a peut-être pas assez aidés. On a peut-être fauté. On passe par plein d'états compliqués, quand on ne sait pas. Alors, tu appelles la police à plusieurs reprises, ils n'ont pas de piste, ils te disent? Ils ne savent pas, ils enquêtent. Ils nous disent qu'ils ne peuvent absolument rien nous dire. Jusqu'à ce que mon nom sorte dans la presse le lendemain encore. Il paraît que tu as eu peur que les meurtriers ou le meurtrier présumé s'en prennent à toi. Oui, parce que sur le moment, je me suis retrouvée avec je ne sais pas combien d'articles avec mon nom et puis avec ces histoires de drogue, de trucs. Alors on se dit non seulement l'image de ma belle-sœur et son honneur a été bafoué gratuitement, parce qu'en aucun cas il n'était question du coup de drogue, ni de papier, ni de rien du tout. Et en plus... ça, mais on ne savait pas à ce moment-là. Et quand j'ai vu mon nom, je me suis dit, mais si vraiment il y avait quelque chose qu'on ne sait pas, est-ce que maintenant, peut-être, ils vont voir qui je suis, du coup, ils vont peut-être
Parce que pour avoir tué comme ça, il faut être fou. Enfin, c'est complètement hallucinant. Donc, j'ai eu peur. Donc, j'ai appelé la police. Je leur ai dit, excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut nous dire parce que moi, j'ai peur. J'ai aussi 3 enfants. Donc, quoi? Mon ex-mari m'a appelé, m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces histoires et tout ça? Et même pour la sécurité des petites, du coup, de ses filles à elle, de ses parents. Enfin, ils nous ont dit, écoutez, on peut rien vous dire. Alors, c'est vrai que là, tu vois dans la presse des choses incroyables. Que ta belle-sœur est consommatrice de drogue, qu'elle est impliquée dans des mariages blancs. C'est ce qui tournait à un moment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc là, tu vois ça, c'est double. C'est un drame. Ouais, c'est un drame, c'est sale. C'est très sale. Et surtout pour ton compagnon qui est son frère. C'est très sale. Pour nous, on est adultes, mais pour ses enfants, en fait. Pour ses enfants. Moi, c'est pour ça que hier, quand j'ai repris mes réseaux sociaux et j'ai parlé sur mes réseaux, la première chose, c'était de laver les conneries, excusez-moi du terme, mais l'indélicatesse et la pourriture de ce qui a pu être dit dans la presse pour les petites. Nous, on s'en fout parce qu'en vrai, voilà, mais les petites, elles ont déjà la douleur d'avoir perdu leur maman et en plus d'entendre des trucs pareils, je pense que la presse devrait attendre des fois avant de sortir certaines choses. Les 3 filles, quand elles voient ça, elles ont dû réagir aussi. Elles ont dû se dire mais qu'est-ce qu'on raconte? Là, on cherchait, on s'est dit on a loupé quelque chose. Ouais. Comment t'expliques que la presse ait plus d'infos que la famille des victimes? Alors, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que c'était totalement assumé. Moi, j'ai appelé plusieurs fois, vraiment. Et encore une fois, vraiment, j'ai affaire à des gens très gentils. Les policiers ont été extrêmement gentils et vraiment très, très professionnels. Mais ils nous ont dit, on peut rien vous dire pour les raisons de l'enquête, ce que je peux comprendre. Mais, à un moment donné, le policier nous a dit, le procureur va s'exprimer ce soir ou demain matin. Et là, quand il nous a dit ça, on s'est regardé avec mon conjoint et on s'est dit, OK, mais il va dire quoi? Il s'exprimera. Très bien, mais... Et nous, on attend... vous regardez la presse. Mais vous ne pouvez pas nous dire ça, en fait. Ça veut dire que si vous refusez de nous parler à nous, pour l'enquête, on le comprend. Mais dans ces cas-là, parlez pas à la presse non plus. Ou alors, dites-nous, à nous au moins, qu'on ne soit pas sous le choc et qu'on n'ait pas des informations qui sortent de la presse avant que ça sorte. Si vous voulez communiquer à la presse, pas de problème. Mais au moins, il faut aider les familles des victimes. C'est inhumain de faire ça. Mais c'est le système qui est mal fait, encore une fois. Je pense que c'est vraiment, il y a un vrai problème. Alors, c'est normal ça? Alors, au niveau de l'enquête préliminaire, puisque vous êtes au stade de l'enquête préliminaire, vous n'avez pas accès au dossier. C'est selon le bon vouloir de la police, du procureur, qui est le maître de la procédure, et vous n'avez pas accès. Si vous voulez avoir accès au dossier, il faut vous constituer partie civile devant le juge d'instruction. Ça a été fait. Ça a été fait. Depuis donc vendredi. Vous avez un avocat. On n'a toujours pas l'accès. Constitué, vous allez pouvoir faire des demandes et vous aurez, en tant que victime, accès au dossier. Au niveau de... C'est ça qui va pas. Les enquêtes préliminaires, ça peut durer... Alors, il y a un projet de réforme là, qui est soumis actuellement au Parlement, qui a été déposé par notre garde des Sceaux, là, qui vise à limiter à 2 ans. Ça peut durer combien de temps, sinon? Ça peut durer, il n'y a pas de délai. Le procureur est maître, il peut faire traîner les choses comme son bon vouloir. Il n'a pas à s'expliquer. Il rassemble les preuves, il mène ses investigations comme il le souhaite. Mais tant que le juge, qui ne peut pas se saisir lui-même, il fut un temps où le juge d'instruction, qui était l'homme le plus puissant de France, pouvait se saisir d'office. Moi, quand j'étais en poste à Mayotte, je l'ai fait une fois pour tester, c'était encore possible. J'avais été témoin d'une infraction commise par un automobiliste qui avait embouti des voitures. Et j'avais pris donc une ordonnance en disant je vais me saisir d'office. Le procureur a fait appel et puis j'ai été dessaisi du dossier parce que la Cour a évoqué l'affaire. Donc il faut bien comprendre qu'au niveau de l'enquête, c'est le procureur le chef d'orchestre. C'est lui qui mène la procédure. Donc vous deviez attendre que le procureur parle pour pouvoir avoir... Parle à la presse. Pour pouvoir avoir des infos. Ça, je ne savais pas non plus. Alors là, à un moment, tu apprends, encore une fois dans la presse, qu'un suspect a été interpellé par le RAID et qu'il s'agit en fait du fameux voisin qui n'osait pas venir voir la scène au départ, qui avait pris donc une des filles de la victime dans ses bras. Enfin, elle s'était jetée dans ses bras croyant que c'était une aide. Et quand tu apprends ça, c'est fou parce qu'on a tout entendu. Et là, tu te dis quoi? Tu le connaissais, toi, ce voisin? Vous l'aviez déjà vu? Pas du tout. Moi, je me suis dit, vraiment, dans des mots, excusez-moi encore, mais c'est du foutage de gueule, en fait. Parce que tout ça, pour ça
C'est-à-dire salir l'image de quelqu'un, salir sa mémoire, faire du mal à ses enfants, faire du mal à ses parents, parce que je pense aussi à mes beaux-parents, à toute la famille, pour qu'au final, ce soit le voisin. Et tant mieux que ce soit le voisin, parce que ça montre que ma belle-sœur, elle était la personne que je connaissais. Mais il y avait des tensions avec ce voisin? Vous en aviez déjà entendu parler ou pas du tout? Non, apparemment, il faisait des histoires... il était bizarre. Ce qui se dit dans le voisinage, c'est que c'était un homme bizarre qui n'était pas... Mais il y avait des tensions avec votre belle-sœur? Pas particulièrement, mais... Vous en avez jamais parlé? Votre conjoint aussi, il n'en a jamais entendu parler de... Il en voulait en fait à ta belle-sœur et à son compagnon? Je ne sais pas. S'il en voulait, on ne sait pas. On n'a pas de détails du dossier. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. On sait pas. On sait juste que c'est lui, que c'est le raid qui est parti le chercher, qu'il était étrange. On voit de tout. Mais alors, ils s'en seraient déjà pris à des voisins il y a 2 semaines pour une place de parking. Il est décrit par plusieurs sources comme, je cite, un fou qui sort la nuit de son appartement et appellerait les dieux avec une lampe torche comme s'il était possédé. Après le meurtre, avant son interpellation par le raid, l'homme serait resté enfermé pendant plusieurs jours. Il n'avait l'air pas bien, il était blafard. En revanche, depuis 1 an, l'homme avait changé de comportement et ce serait peut-être lié à sa situation amoureuse. Et on dit que c'est... Parce que c'est sérieux. C'est fou parce que ça a été un véritable massacre. Donc on a l'impression que c'était une personne qui a été possédée et qui s'est dit je vais commettre un drame. C'est fou. Parce que la scène de crime, elle est vraiment folle. Je sais qu'ils ont pris plusieurs coups de couteau, je crois, c'est ça. Je crois qu'il y a eu la boîte crânienne écrasée, donc c'est incroyable. Donc c'est vraiment je vous dis, c'est un déferlement de violence. Donc tout le monde était persuadé qu'il y avait une histoire, mais c'est juste un voisin, le voisin, qui était complètement malade, fou, et qui s'en est pris à ses voisins de palier. Est-ce que vous savez comment c'est passé ou dans l'enquête, il commence Non, à la savoir? seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a des voisins qui ont entendu des cris et malheureusement qui n'ont pas appelé la police. Mais on n'a pas encore les détails de comment il est rentré parce que justement, ils se sont portés partie civile vendredi et qu'ils doivent attendre d'être reçus par le juge d'instruction pour pouvoir avoir accès au dossier. Apparemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je me dis juste que ce qui est grave dans tout ça, c'est que moi, on a pu être là pour elle et on a pu gérer et on va être là pour elle. Et parce que maintenant, on est soudés et on est ensemble et qu'on ne les lâchera pas. Mais comment font les gens qui n'ont pas peut-être les mêmes moyens que nous pour avoir des avocats? Parce que j'ai pris 2 avocats qui ont réussi à avoir des informations, etc. Mais comment font les gens, en fait? Je ne comprends pas et je trouve que c'est à vomir le système. Et encore une fois, ce n'est pas la police, mais il y a un vrai problème. Et tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Moi, je voyais ça dans les films, je me disais, mais en vrai, c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible, cette situation. Mais quand on le vit soi-même, c'est terrible. Il n'y a pire traumatisme que le traumatisme judiciaire. C'est quelque chose qui reste à vie. Il faut vraiment s'attacher à ça. Alors, vous avez des informations concernant cette personne? Oui. Vous savez, on prétend qu'il est, allez-y. il est fou. C'est ça. Il est fou. Alors, pourquoi c'est le raid qui est allé l'interpeller? Parce que le raid qui va l'interpeller, c'est quand même un signal. Le raid, il ne se déplace pas pour rien. N'importe quoi. Oui. Il se déplace quand il y a un trouble à l'ordre public sérieux, quoi. Puis il y a des menaces très, très sérieuses. Donc je suppose qu'ils avaient de bons motifs de se déplacer. Et ensuite, ils tombent sur un type qui était apparemment... Enfin, ça, c'est le juge, enfin, c'est la justice qui le dira. Mais ce qui fait peur à Magali, maintenant, ça ne ramènera jamais sa famille. Mais on se dit, on a peur que la folie puisse excuser son geste au jeu de la justice. C'est ça, voilà, le gros problème. C'est la responsabilité Sarah Halimi. Voilà, exactement. La responsabilité parce qu'il fume du cannabis. Même problème que Sarah Halimi, exactement. Folie, et on a peur qu'il soit déclaré irresponsable pénalement. C'est possible. C'est le grand débat. Hein. Ah oui. Est-ce qu'on a une société, est-ce qu'on est capable de juger des fous s'il est reconnu fou? Le problème, c'est le problème d'investigation pour le juge.
comment est-ce qu'on va déterminer qu'il est fou? Alors, quand on est en matière criminelle comme ça, il y a des enquêtes qui sont obligatoires, enquêtes médico-psychologiques, enquêtes psychiatriques. On est obligé de faire appel à des experts, et ce sont les experts, ou des fois les contre-experts, et des batailles d'experts pour déterminer si l'auteur, si le meurtrier était en possession de tous ses moyens, ou s'il avait une altération ou une abolition de son discernement. On se dit tous, si demain on le retrouve dehors, parce que voilà, la folie excuse son geste, c'est incroyable. S'il est fou, le préfet prendra un arrêté et il ira directement à l'asile psychiatrique. Et vous savez, Mais il va rester combien de temps? Il restera le temps. Il restera combien de temps? Le temps qu'il faudra. Qu'il ne veut pas accepter ça. Moi, aujourd'hui, j'ai avec mon travail une puissance sur les réseaux sociaux. J'ai fait une story hier, j'en ai parlé et j'ai vu l'impact que ça a eu. J'ai reçu peut-être vraiment des milliers de messages de gens victimes et de choses comme ça. J'en ai reçu des tonnes. Et je peux vous garantir que la force aujourd'hui que je vais avoir sur mes réseaux sociaux, je la mettrai toute ma vie dans ce combat-là. Vraiment. Mais c'est un noble combat. C'est un noble combat. Magali, vous êtes traumatisée aujourd'hui? Je ne suis pas traumatisée, je suis triste. C'est normal, oui. Je suis triste parce que je me dis qu'on a loupé des choses, parce que je me dis qu'on ne profite pas assez de sa famille. C'est triste. Ça me fait de la peine pour ma belle famille. J'ai pas assez profité d'eux. Et votre conjoint, et ça me fait de la peine pour mes nièces. Stéphane, il est vraiment pas bien. C'est normal. Il est vraiment pas bien. On est plein de remords. On est plein de... Pourquoi de remords? Vous pourrez rien... Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et juste, je pourrais pas accepter qu'on le déclare fou. Parce que de toute manière, pour tuer quelqu'un, il faut être givré. Mais oui. Donc de toute manière, il faut être fou. Donc quand on tue, c'est qu'on est fou. Donc ça n'excuse pas. Il y a plus rien qui peut excuser ça. On a enlevé une maman de 3 petites filles. Enfin... Ou alors il avait de bons motifs pour le faire, mais dans ce cas-là, on le saura. Ou alors il est fou. Il y a alternative. Il faut être fou pour tuer. Mais il faut être fou. Donc de toute manière, il sera fou. Il est fou. Donc il faut qu'il soit jugé. Donc je ne lâcherai rien là-dessus. Et on accompagnera mes nièces et mes beaux-parents. Et on ira jusqu'au bout de ce combat-là, s'il s'avère qu'on en arrive à ça. Mais la question que vous soulevez est très importante. Il faut réfléchir à la place que doit occuper la justice dans notre société. Pour moi, d'abord, sa première mission, c'est de réguler les tensions sociales. C'est une mission d'apaisement, de soulagement. Quand on s'adresse à un juge, c'est qu'on est en grande souffrance comme vous. Et vous espérez qu'à un moment, par sa décision, il va vous apporter un soulagement, une explication. Malheureusement, je veux dire, il ne faut pas trop rêver, parce que les juges ont des petits moyens, mais je veux dire un soulagement. Et c'est ça qu'il faut remettre au cœur du débat et de la réflexion. Comment ça se fait que les 3 enfants n'ont pas de suivi psychologique? Un coup de fil, elles ont reçu. Un seul. Un coup de fil de qui elles ont reçu? D'un service, d'une cellule psychologique. Le lendemain, bonjour, c'est la cellule psychologique. La Mélissa qui a 12 ans, elle est où là actuellement? Là, elle est chez son grand-père et elle arrive chez moi demain. Donc c'est vous qui allez là? Pour l'instant, ils vont monter là à Paris. Et on va essayer de sortir un petit peu déjà de cet environnement parce que trop de souvenirs, je pense qu'il faut se détacher un peu psychologiquement. Elle arrive à s'exprimer? Non. Elle est dans quel état là? Parce que c'est la petite de 12 ans. Elle est dans le déni. Ah oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qui lui a expliqué ce qui s'était passé? Tout le monde. Ils lui ont dit quoi? C'est quoi les mots que vous avez employés? Des mots gentils. Après, malheureusement, on est dans un monde... Comment on peut expliquer ça on ne peut pas l'expliquer. À une jeune fille de 12 ans, que ses parents sa maman a été massacrée par le voisin. Comment vous trouvez les mots? Vous lui avez dit quoi? On lui dit rien, on lui dit qu'on l'aime et qu'on est là. On peut rien lui dire. Et puis, elle a vu des choses sur les réseaux, puis ses copines... on peut rien dire à ça. C'est juste, on est ensemble. Vos beaux-parents, comment ils vont? Ils vont mal. C'est normal, ils ont perdu leur fille. Ils vont mal. Et ma belle-mère me disait, c'est pas le bon ordre. La veille, elle lui a dit, ils s'étaient un peu disputés, et elle me racontait cette anecdote, et elle lui avait dit, toi, tu as toute la vie devant toi, profite. Et au final, la vie a inversé les choses. Donc, c'est dur à réaliser pour eux, et puis en plus, ils habitaient ensemble. Donc, elle habitait avec ses... Oui, ils habitaient tous ensemble. On est tous... c'est une belle famille et voilà. Ça arrivait à dormir en ce moment, à essayer d'oublier
C'est ça. Disons que moi j'ai ce rôle plutôt de l'accompagnement. Donc on encaisse beaucoup et on essaye d'être là. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Pour l'instant, la priorité, c'est de tenir nous. Et c'est ce que j'explique à mes beaux-parents, de tenir pour les filles. Parce que c'est la priorité et nous, on tient pour eux. Et voilà, et on dormira un peu plus tard. C'est normal. Vous auriez eu besoin, vous, d'un soutien psychologique? Vous en parliez il y a quelques instants. Je préférerais déjà qu'il y ait un soutien pour les petites. C'est sûr, oui. C'est vous qui allez faire ce travail, en fait. Pas ce travail, on va tous le faire, ouais. On va être là et on va pas les lâcher. C'est vraiment le message à faire passer ce soir. Votre combat maintenant, c'est d'essayer que ça ne se reproduise plus, qu'il n'y ait plus, comme vous dites, vous avez dit, tuer quelqu'un et se faire passer pour un fou pour ne pas être condamné. Ouais. C'est ce que vous voulez qu'il n'arrive pas. Non, ça y est, il faut arrêter. C'est du cinéma, ça. Ça, c'est du cinéma pour moi. Il faut arrêter. Sarah Halimi, tout ce que disait, tous les exemples qu'a pu citer Géraldine, c'est une réalité et ça revient à ce que j'ai dit. Tuer, c'est déjà de la fin, c'est être fou. Donc, il faut arrêter de trouver des excuses là où il n'y en a pas. Il faut condamner parce que les victimes ont besoin de réponses et il faut parler avec les victimes. Il faut créer un dialogue. Je pense qu'il y a un système à revoir dans ce genre de situation, d'accompagner les victimes vraiment, Magali, de parler avec eux. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit ça, vous avez eu la bonne réaction parce que vous avez appelé la police, vous avez appelé les services. À un moment, on peut devenir fou aussi, de se dire je vais me faire justice moi-même quand on a. Ouais. Votre conjoint, c'est ce qui c'est. Ouais, vraiment, il a dû se dire, c'est. Je pense qu'il vaut mieux. C'est ça le problème, c'est qu'il faut que. Il faut qu'il y ait une condamnation aussi pour éviter justement ce genre de débordement, parce qu'après on se retrouve de victime à coupable et c'est injuste. Donc il faut que les personnes payent pour ce qu'elles font. Et quand on enlève la vie de quelqu'un, il faut payer. C'est normal. En tout cas, vous embrasserez fort votre compagnon. Il est là. Que je vais embrasser dans un instant, qui est un garçon formidable. Et j'espère que vous allez pouvoir, il faut s'occuper des filles et leur redonner le sourire en moral, même si ça va être très compliqué parce que c'est une affaire incroyable. On a tous été très choqués par ce qui s'est passé, tous très peinés pour vous. Et sachez qu'on sera là pour vous en tout cas. Merci. Pour vous aider au cas où. Et vous et Stéphane et bien sûr toute la famille. Merci en tout cas Magali. Merci. Vous avez été très digne ce soir et dans votre combat qui est important pour que ça ne se reproduise plus. Et on espère que vous allez continuer votre combat et que vous allez pouvoir vraiment vous occuper surtout de la petite Mélissa qui arrive demain et qu'elle va pouvoir retrouver une vie. Pas envie de dire une vie normale, mais au moins une vie.